de la culture, passionnés des belles lettres, et bonsoir et bienvenue dans votre chronique littéraire Bio en littérature. Ce soir, c'est avec un réel plaisir que nous recevons pour vous sur ces plateaux Madame Yolande Elébé, auteure d'une œuvre poétique intitulée Les Bictaries. Madame, bonsoir et bienvenue dans Bio en littérature. Bonsoir et merci de me recevoir. Donc c'est avec un réel plaisir que nous vous recevons sur ces plateaux de Bio en littérature et avec vous, nous allons donc parler de votre toute dernière publication, un recueil de poèmes de plus de 100 pages comme ça, édité aux éditions Yeman. Et donc on va rapidement essayer de vous demander de nous dire un peu, nous raconter un peu la genèse de cette œuvre poétique. Comment êtes-vous parti pour produire cette œuvre? Bien, disons que j'écris depuis toujours, donc c'est quelque chose que je fais régulièrement. Et c'est vrai que j'ai beaucoup hésité avant de me lancer et de publier. Mais bon, je me suis dit que le moment était venu et qu'il était bon d'essayer. Et donc voilà, donc j'ai fait ce recueil de textes poétiques. Certains textes sont récents, d'autres un peu plus vieux. Mais voilà, je les ai mis ensemble en 4 thèmes, en fait. 4 thèmes, c'est ce que nous avons pu constater. Oui. 4 thèmes qui abordent comme ça différents ou divers moments de la vie, divers événements, oui. La femme, l'amour, la déraison, l'immortalité. Du moins, une question qui nous est venue comme ça de vous poser rapidement, Madame Yolande Elébé. Vous définissez comme ça votre œuvre comme étant un mélange de pensées sur la vie, l'amour, les femmes, comme on vient tantôt de le dire. Donc comme ça, c'est pratiquement une œuvre éclectique. Et donc, le message au moins que vous avez voulu véhiculer, c'est lequel? En allant comme ça prendre différents thèmes et les mélanger dans un seul... Bon, au fait, il y a plusieurs messages que je véhicule parce que je traite de sujets différents. Tout à fait. Je parle aussi du Congo, oui. Mon pays. Donc, j'ai voulu comme ça juste faire... c'est pour ça que j'appelle ça une mosaïque où j'ai fait un mélange de différents sujets sur lesquels j'ai traité. Sur la femme, par exemple, j'ai choisi des thèmes différents, parce qu'on parle de la femme, comme j'aime l'appeler, la femme baobab, à qui je rends hommage, mais je parle aussi de la prostituée, je parle... et voilà, donc je parle de sujets différents, mais qui touchent la femme. Vous êtes poétesse et déjà d'entrée de jeu de votre œuvre, il y a ce que vous écrivez dans la préface. Vous dites que vous écrivez depuis votre tendre enfance. Je vais le lire comme vous l'écrivez. Okay. J'écris depuis ma tendre enfance. C'est l'un des exercices de l'esprit que j'affectionne tout particulièrement. Je m'arrête juste à ce niveau-là pour vous demander quel rapport entretenez-vous avec l'écriture? La littérature et l'écriture surtout occupent une place importante et primordiale. C'est le mode d'expression que j'utilise le mieux. Voilà, j'ai beaucoup plus de facilité à écrire ce que je ressens ou quand j'ai un message à donner plutôt que d'en parler. Voilà. Mais cette rencontre-là, à quel moment êtes-vous senti qu'il vous faudrait effectivement devenir écrivaine, publier un livre un jour? Parce qu'on va le signaler, on ne l'a pas peut-être dit d'entrée de jeu de cette émission, oui. Vous vous appelez Elébé, c'est une grande famille, et vous êtes la fille du feu Philippe Elébé Maekonzo, d'heureuse mémoire, homme de culture et poète aussi. Oui. Et donc, serait-ce peut-être on va dire comme ça, l'héritage de ces grands personnages de l'histoire congolaise de la culture? Oui, bien sûr. Je pense que, d'ailleurs, je le dis dans l'ouvrage, dans un texte que je lui dédie, que j'ai appris à écrire par lui. C'est lui qui m'a donné cet amour de l'écriture, l'amour des mots. L'amour de cette expression-là, voilà. Et donc j'ai grandi avec ça depuis ma tendre enfance. Et du coup, voilà, c'est devenu pour moi quelque chose d'extrêmement important dans ma vie. Et c'est, comme je dis, le mode d'expression que je manie le mieux. Tout à fait. Et ça, on peut le confirmer parce que quand on vous lit, c'est une œuvre qui déborde de poésie. C'est bien sûr un recueil de poèmes, mais l'intensité poétique est tellement immense
Et vous arrivez comme ça à bien jouer le jeu de l'artiste poète que vous êtes. Et déjà, c'est un questionnement. Quand on reçoit votre livre, nous l'avons lu de bout en bout et on l'a beaucoup apprécié. L'intitulé déjà, Le Bictari. Oui. Le Bictari, écrivain que nous sommes, chroniqueur littéraire, on a beau chercher. On a beau chercher dans tous les dictionnaires, on s'est dit, bon, on va essayer de le retrouver quelque part. C'est un mot qui n'existe pas. Du coup, on découvre que ça doit être un néologisme. Parlez-nous un peu de ces néologismes-là. C'est un mot qui n'existe pas. Oui. C'est un clin d'œil d'abord à mon père parce que c'est un mot qu'il utilisait. Et d'ailleurs, sa résidence, à l'époque, il l'avait appelé le Bictari. Et mon approche par rapport à ce mot est diverse. D'abord, c'est ça, le clin d'œil à mon père. Et puis, je crois qu'en lisant l'ouvrage, quand même, on arrive à comprendre ce que je veux dire par Bictari. J'aime bien laisser au lecteur la latitude de s'en faire une idée. Depuis que le livre est sorti, j'ai déjà eu pas mal de personnes qui m'ont appelé. Ah ben moi, j'ai pris. Donc, au fait, tu voulais dire ceci et cela. Et j'aime bien ça. Donc, du coup, à chaque fois qu'on me pose la question, je demande à chacun de se faire sa propre idée par rapport à ce mot. Et les téléspectateurs vont aussi se faire leur propre idée. Exactement. Moi, je vais juste lire les 2 derniers vers de ces longs poèmes, le Bictari, où vous dites « J'ai jeté mon plume, j'écris avec un Bictari ». On va essayer de les aider, pas les aider à découvrir ce que nous on a pensé. À un moment où on s'est dit, bon, peut-être que l'auteur voudrait dire le bic finit par tarir. Alors ça fait le Bictari. Seulement, c'est que je vous inviterai comme ça à nous donner un peu, à nous gratifier de votre propre lecture de 5 premiers vers du Bictari, si possible. Nous sommes à la page, j'ai pas pris mes lunettes avec moi. Ah, d'accord. Je vais essayer de lire comme ça. Oui, oui. Parce que je les connais pas par cœur, mes poèmes. Nous sommes à la 71e page. Attendez. Intitulée Les Bictari. J'essaie d'écrire. J'ai beau essayer, j'en suis incapable. Ma plume est sèche, les mots me lâchent, mes larmes aussi. J'ai envie de crier, mais rien ne sort de ma gorge. Juste un silence intense. Que faire dans ces moments-là? Mes larmes ne coulent pas. Les mots me boudent. Mon cœur saigne, mais aucune goutte de sang ne peut en témoigner. Juste un sentiment de tristesse immense. Et pourtant, tant à dire. Et pourtant, tant à dire, le Bictari, à quel moment vous êtes-vous finalement décidé vraiment d'intituler, de donner comme ça tout le recueil, ces titres-là de l'un des poèmes comme titre phare, le Bictari? Je pense qu'on l'a lu, on a compris que ça résumait un peu la vie entière de l'artiste poète que vous êtes. Et d'ailleurs, on va vous demander dans quelle catégorie vous situez-vous, puisqu'à un moment, vous dites, bon, voilà, vous avez jeté votre plume, bon, jugez-moi comme vous le voulez avec votre religion, mais décidément, vous faites partie de cette grande religion d'écrivains. Voilà. Non, en fait, je crois que dans tout ça, ce que ça veut dire surtout, c'est que, comme vous l'avez remarqué, ce que j'essaie aussi de faire comprendre, c'est que je suis quelqu'un qui... J'écris parce que c'est en moi. Oui. Et j'évite les étiquettes. Oui. C'est pour ça que, bon, comme je l'ai écrit, professionnel de la plume, je châtie votre religion. C'est pour dire que pour moi, l'écriture, je ne la mets pas je ne mets pas ça dans des cases. Et je me considère plus comme un artisan. Comme je dis, un artisan de la plume plutôt qu'une poétesse ou écrivain ou peu importe l'étiquette qui peut m'être donnée. Et c'est pour ça, justement, tout ça reprend ce que veut dire le Bictari. C'est-à-dire que c'est une liberté que je prends par rapport à mon écriture et par rapport au monde et à ma vision du monde. Donc voilà, c'est un cri de rebelle. Tout à fait. Et on le constate parce qu'il y a une grande liberté dans votre façon d'écrire. En effet. D'ailleurs, j'allais vous le demander, vous poser comment vous faites, vous, pour écrire votre livre. À quel moment vous lancez-vous? Quel est le mot qui souvent constitue le déclic de votre écriture? Donc, quel est votre style à vous? Parce qu'il y a des poèmes comme ça qui sont... tellement bien versifié, tout est bien versifié, mais du moins il y a de rimes. Il y a des poèmes qui sont tellement libres, des poèmes libres, et donc
le tout constitue comme ça l'ensemble, ces mélanges-là bariolés. Et donc, c'est quoi votre style, au fait? Certes, d'être libre, mais c'est quoi? Comment vous faites, vous, pour écrire vos poèmes? Au fait, ça dépend. Moi, il y a d'abord, mon inspiration me vient souvent de faits de société, de choses qui me touchent par rapport à ce que je vois dans la société. Et partant de là, j'exprime ce que je ressens ou ce que je pense que la personne qui traverse cette situation peut penser. Par exemple, dans le poème intitulé Vie violée, je me mets à la place d'une jeune fille qui a été violée. Et je parle en son nom. En fait, j'utilise ma plume pour lui donner la parole. Parce que j'estime que surtout dans notre pays, avec tout ce que nous avons traversé et traversons encore, les femmes violées qui sont les grandes victimes, les femmes en général, mais les femmes violées, les jeunes filles et les petites filles qui sont victimes de ces atrocités, on ne leur donne pas beaucoup la parole. On parle en leur nom, mais on ne leur donne pas la parole. Et je voulais me mettre dans la peau de cette femme et que ce soit elle qui s'exprime et dise ce qu'elle ressent et son désarroi. Donc c'est sur base de ça que je pars, que j'écris. Alors il y a certains textes qui me viennent en rime et il y en a d'autres que non. Oui. Donc du coup je le fais vraiment avec la liberté parce que j'estime que quand on veut trop se fier à la technique, il faut des vers partout, il les faut de telle manière ou de telle autre manière. Quelquefois, on perd la profondeur de ce qu'on veut dire. Et moi, je pense que je ne fais pas de la poésie pour en faire. Ce que je fais, c'est des messages que je passe. Et j'aimerais, et Dieu merci, des personnes qui ont lu mon livre, pour la plupart me disent le même ressenti, que ça les a touchés. Et c'est ça le but, pour moi. Seriez-vous engagé? Userez-vous une plume engagée, au fait? Vous considérez-vous comme poète engagé? Bon, comme je dis, je n'aime pas les étiquettes. Je ne sais pas si je suis une poète engagée. Peut-être que c'est les gens qui peuvent le dire par rapport à ce que j'écris. Mais je fais partie de la race humaine. Je suis dans une société où il y a de belles choses et il y a aussi des choses difficiles ou pas bien et dont il faut parler. Donc, quelquefois, c'est vrai, j'aime bien prendre la parole pour ceux qui ne peuvent pas s'exprimer. Si cela fait de moi une plume engagée, bon, soit, alors je l'accepte, mais personnellement, je ne me qualifie pas comme ça. J'écris selon ce que je ressens. Ce que vous observez et tout. Donc, vous avez si bien dit, et on va revenir sur l'un de vos textes. Vous parlez de votre rapport avec le mot. Oui. Je vais lire quelques vers ici que j'ai pris au hasard comme ça. La poétesse écrit: les pensées s'envolent, les émotions s'étiolent, la plume les fige dans le temps, qu'attend éternellement l'instant. Prends ton stylo quand tu es heureux, saisis ta plume quand tu es malheureux, accroche-toi à elle quand tu es fiévreux, fou de douleur ou simplement amoureux. Et vous concluez en disant: si l'écriture m'était retirée, je ne lui survivrais. C'est tellement fort, ça nous a retenu pendant beaucoup de minutes. On s'est dit, mais tiens, dis donc. Oui, je crois que, étant donné que vous écrivez aussi, vous savez ce que c'est. Je crois que toute personne qui écrit ressent ça. On écrit par rapport à moi, ce sont mes tripes qui s'expriment quand j'écris. Donc, c'est le ressenti. Et quand on ressent, il est nécessaire de l'exprimer. Et moi, comme je dis, c'est l'écriture. Donc si l'écriture m'était retirée, j'aurais du mal à vivre. Parce que c'est la manière dont je m'exprime le mieux. Donc ce serait une grosse difficulté pour moi. C'est l'écriture qui caractérise votre vie, on le constate comme ça. Mais nous vivons dans un pays où le secteur de l'édition souffre un peu comme ça, de manque de structure, de manque de maisons d'édition. Vous, particulièrement, on a pu constater que c'est une auto-édition. Oui. Et donc, seriez-vous déjà en train de vous lancer comme ça, à promouvoir ces secteurs de l'édition? Est-ce que s'y émane
Est-ce que vous voudrez aussi comme ça pour essayer d'éditer d'autres écrivains ou bien ça sera juste non, au fait, une maison qui vous éditera? Non, pas avec ce label-là. C'est vrai, c'est un ouvrage que j'ai auto-édité. Oui. C'est vrai que j'aurais pu passer par les maisons d'édition qui sont ici sur la place, mais étant donné que c'était ma première œuvre du style que je publiais, je voulais le faire vraiment de manière très symbolique pour moi. Et pour ça, je préférais m'auto-éditer parce que je me refusais une quelconque censure par rapport à cet ouvrage. Ce que quelquefois les maisons d'édition font. Alors, je voulais être totalement libre et c'est pour ça que j'ai décidé de le faire comme ça. Maintenant, oui, c'est vrai que c'est le parcours du combattant pour beaucoup d'auteurs. Personnellement, maintenant, j'ai été approchée par une maison d'édition panafricaine qui s'appelle Diaspora Noire et avec laquelle j'ai signé et dont je vais être, dont je suis la représentante territoriale pour les deux Congos. Et cette maison panafricaine, justement, si j'ai apprécié leur façon de faire, c'est parce que justement, ce qu'ils veulent, c'est donner la place aux auteurs africains sans qu'ils puissent être pour autant exploités. Et puis éviter aussi que nous puissions juste à chaque fois avoir à recourir à des maisons d'édition européennes. Il est temps que les maisons d'édition africaines aussi puissent avoir une certaine stature qui leur permette aussi de faire mieux connaître les auteurs africains à travers le monde. Donc c'est un acte que je fais par rapport à ça qui est un acte, oui, de militante. Tout à fait. C'est un acte de militante, c'est pour ça que j'ai rejoint cette maison d'édition. Et prochainement, d'ailleurs, le Bictaris sera édité, mais sous le label Diaspora Noire Édition. D'accord, ça c'est une très bonne nouvelle. Et donc, voilà. Parce que nous ne pourrions que y penser ainsi. Donc c'est bien ce que vous dites et nous vous félicitons pour ça parce que de toutes les façons, les Bictari, à le lire, on peut que sentir qu'il a de l'avenir. Et c'est un livre à lire à tout prix. Et du moins aussi, en parlant du secteur éditorial, parlons du livre simplement en RDC. Vous êtes citoyenne congolaise, vous êtes aussi très impliquée dans la vie littéraire ici à Kinshasa. Comment voyez-vous l'avenir littéraire ici à Kinshasa et en RDC, disons même? Moi, je le vois très positivement. Je crois qu'il faut qu'il y ait de plus en plus de gens qui s'engagent pour pouvoir redonner au livre sa place, son rang de noblesse qu'il devrait avoir. Aujourd'hui, pour la plupart d'entre nous, si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est avant tout par la lecture, parce qu'avec la lecture, on voyage, avec la lecture, on découvre énormément de choses. Et c'est vrai que c'est un grand défi, étant dans une ère aujourd'hui où l'Internet et tout ça font que les enfants ne sont pas très attirés par la lecture, mais c'est un combat qu'il faut mener. Et je crois qu'il doit se mener d'abord dans les écoles, avec d'abord aussi l'éducation nationale, que je pense qu'il serait bon que les associations d'écrivains puissent s'asseoir avec, je crois, l'éducation nationale et le ministère de la Culture et voir de quelle manière pouvoir remettre aujourd'hui le livre vraiment dans l'éducation au plus bas âge. C'est-à-dire que le choix des livres aussi, parce que si je vois un peu ce qu'on donne aux enfants aujourd'hui, bon, c'est vrai, je peux comprendre qu'ils n'aient pas très envie de lire. Mais il y a des livres vraiment intéressants et qui méritent que les enfants puissent les découvrir. Donc, il est difficile aujourd'hui de demander à un enfant congolais de vous citer 5 auteurs. Il ne peut pas. Mais pourquoi? Parce qu'il n'a pas été mis... L'appétit vient en mangeant. Il faut leur donner de la lecture et à ce moment-là, et d'ailleurs on verra même que l'expression orale aussi sera meilleure. Et l'expression écrite aussi, parce qu'on a des cas de jeunes licenciés mais qui ne savent pas écrire. Voilà. Donc, et ça c'est vrai, on ne dira pas le contraire de toutes les façons. Oui. Hein. Et le Bictari, première publication, une deuxième série déjà en route?
Oui, elle est même déjà finie, mais bon, je m'étais dit, ça c'est mon premier bébé de l'esprit, je veux le laisser grandir. Donc on va laisser le Big Tari vivre tranquillement sa petite vie, faire son petit bonhomme de chemin, et ensuite je publierai un deuxième. Et il y a aussi un roman qui est maintenant en gestation. Un roman en gestation. Oui, donc, un roman en gestation. Cette fois-là, on pourrait vous catégoriser comme romancière. Peut-être. Non, mais c'est avec un grand plaisir que nous avons voulu vous recevoir sur ce plateau. Merci, merci. Mesdames et messieurs, nous avons reçu sur ce plateau Madame Yolande Elébé Mandembo, qui a écrit le Big Tari, un recueil de poèmes très intéressant et avec plusieurs poèmes, mais aussi illustrés. Les illustrations ont été faites par votre amie Muriel Munga. Exactement. Et par vous-même aussi, auteur. Et par nous-mêmes. Et c'est, si vous permettez juste que je dise ça, parce qu'il faut quand même que je rende hommage à Muriel Munga pour avoir accepté de travailler avec moi sur cet ouvrage. Oui. Donc, on a mis nos talents ensemble. Elle en tant que photographe et moi, et voilà. Et donc, c'est illustré et imagé par elle et je la remercie encore. D'accord. Et où peut-on le trouver? Est-il déjà disponible dans le librairie ici à Kinshasa ou ailleurs? Oui. Donc le Big Tari est disponible à Kinshasa à la librairie African Queen. Et dans tous les stands d'African Queen, il y en a un au même ligne, à Son et Frères et au Grand Hôtel, Pullman Grand Hôtel. Voilà. D'accord. Voilà, mesdames et messieurs, amis de la culture, passionnés des belles lettres, vous avez comme ça les adresses. À vous de vite courir pour vous procurer de cet ouvrage. Il est tout nouveau dans vos librairies. Il s'intitule Le Big Tari et signé donc de la main, de la plume de Yolande Elébé Mandembo, que nous avons reçu sur ces plateaux avec un grand plaisir. Et nous espérons bien sûr, lors du prochain roman, vous inviter sur ces plateaux pour aussi discuter cette fois-là. Ce sera avec plaisir. Donc merci beaucoup et merci à vous parce que vous avez été fidèles à ces programmes. Désormais, nous serons toujours là pour parler littérature. Il faut que nous puissions promouvoir le secteur littéraire dans ces pays, promouvoir les auteurs congolais qui émergent, qui font la fierté de notre littérature, mais aussi inciter le jeune à la culture de la lecture, mais aussi de l'écriture. Voilà donc, ça n'est fini ce soir pour Beyond Littérature. On se voit la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et surtout, bonne lecture chez vous. Merci.